Bonjour à tous, merci de prendre place. Seconde journée de cette édition 2025 du CEFIA Rennes. C'est un plaisir de se retrouver dans l'espace conférence pour cette matinée usine agro du futur. Le CEFIA, vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable des industriels de l'agroalimentaire avec une offre d'exposants d'une richesse inégalée. Allez, n'ayons pas peur des mots dans différents domaines, les procédés, les équipements, les machines de conditionnement, de l'emballage bien sûr, des ingrédients, des PAI et vous le savez, un nouveau hall dédié à la sécurité des aliments cette année. C'est aussi un panel d'animation, l'animation phare historique, l'usine agro du futur est organisée en partenariat avec Bretagne Développement Innovation, la BEA, l'association bretonne des entreprises agroalimentaires et Valorial, le cluster d'innovation spécialisé dans l'innovation agri et agroalimentaire durable. Le thème 2025 est centré sur les usines à faible impact environnemental et cette matinée de conférence fait écho à l'animation avec un angle, celui de l'efficience, de la maîtrise énergétique. Pourquoi ce sujet? Alors certes, l'envolée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine peut sembler loin, en tout cas si on rescrute les cours de l'énergie, mais les aléas politiques, on le sait tous, et leurs conséquences sur les prix de l'énergie sont par nature difficilement prévisibles au regard de la situation actuelle, tandis qu'il est certain que les prix de l'énergie vont vers une hausse structurelle. C'est évidemment tendanciel compte tenu du caractère non renouvelable d'une partie du mix énergétique. En parallèle, dans un contexte plus que jamais contraint sur le plan économique, eh bien, il est important de souligner combien la performance énergétique est tout simplement un levier de compétitivité, de performance industrielle. Alors c'est ce précieux gain qu'on va tâcher de mettre en évidence aujourd'hui avec des innovations organisationnelles, technologiques qui offrent de nouvelles opportunités en matière d'efficacité énergétique. Au programme, ce matin, tout d'abord pour poser le décor et donner quelques éléments de contexte, une enquête de la BEA avec des résultats que nous allons vous dévoiler en avant-première sur les avancées de l'industrie agroalimentaire bretonne en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique. On reviendra sur ces résultats dans quelques instants. Comment gagner en maîtrise et en efficacité énergétique, méthodologie, aide possible et aussi solutions? On fera le point avec la T2E Grand Ouest. Et puis, vous l'avez compris, l'esprit du CEFIA, mais aussi de la matinée, c'est de partager des retours d'expérience et aussi des projets, des initiatives inspirantes et innovantes. Focus sur une boucle d'autoconsommation d'énergie réalisée par 6 entreprises à Torcé, près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Et puis, nous donnerons la parole à un cabinet d'ingénierie, IDEC Ingénierie, pour mettre en lumière un projet sur le marché, le mine de Rungis, avec un bâtiment frigorifique nouvelle génération. Et puis focus sur les autoclaves, procédés de stérilisation par batch, avec un projet mené par H-Group, Guavec Ingénierie, en lien avec le CEA Liten, qui vise à une réduction significative des consommations de gaz sur ces process. Focus également sur une boucle de récupération d'énergie qui utilise en fait le procédé Thermoclean. On vous en dira évidemment quelques mots lors de la présentation, en tout cas plus en détail pour comprendre ce procédé mis en œuvre par Bocard et le CEA Liten. Et enfin, de nouvelles opportunités avec la méthanisation, des évolutions très récentes mises en œuvre par Enerpro Biogaz et le CEA Bretagne. Voilà, pour ce riche programme, on est parti, on entre dans le vif du sujet avec une séquence introductive. J'ai le plaisir d'appeler Clotilde d'Argentré, vous pouvez l'applaudir. Elle est chef de projet environnement et filière à la BEA qui représente plus de 200 sites et entreprises adhérentes. L'association avait l'intention de rendre objectif les avancées en matière de décarbonation et notamment en matière d'énergie, mais pas seulement. Les résultats ont été distillés ces dernières semaines dans les communications de la BEA, notamment son incontournable note de tendance de début d'année. On va avoir une vision plus complète, sachant que le rapport
va être publié ou l'est déjà, vous allez nous dire, Clotilde, incessamment sous peu. Alors tout d'abord, Clotilde, parlons méthodologie. En quoi cette méthode peut être considérée comme pertinente et tout simplement robuste? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, on a réalisé sur l'année 2024 une enquête auprès des entreprises agroalimentaires bretonnes sur leurs avancées en matière de décarbonation. L'idée, c'était qu'on constatait qu'on n'avait pas vraiment de chiffres d'état des lieux. Et que du coup, pour travailler sur les trajectoires et évaluer les progrès, c'était assez difficile sans état des lieux chiffrés. On a effectivement des données pour la filière agroalimentaire à l'échelle nationale. On avait également des données pour l'industrie en Bretagne, mais l'industrie au sens large. Et donc voilà, on a voulu aller interroger vraiment le focus industrie agroalimentaire sur le périmètre breton. On a donc eu 173 sites qui ont répondu à l'enquête, représentant 40 000 salariés, ce qui est plus de la moitié des effectifs de l'industrie agroalimentaire bretonne. Donc en termes de résultats, on est assez solide par rapport aux chiffres qu'on va vous présenter. Donc c'est bien une enquête quantitative. Donc je vais vous présenter du coup un certain nombre de chiffres. Voilà. Et l'idée c'est ensuite plus tard d'aller travailler sur le qualitatif. Mais les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui vont se cantonner à des données quantitatives. On a donc toutes les filières de production qui ont répondu à l'enquête, et puis également toutes les tailles d'entreprises, donc TPE, PME, ETI, grandes entreprises. C'est à peu près similaire à la caractérisation des entreprises agroalimentaires du territoire. Et puis, vous voyez, les 4 départements sont représentés, et on a eu aussi quelques entreprises en fait qui ont des sites en Loire-Atlantique. C'est pour ça qu'il y a une petite part du gâteau Loire-Atlantique. Voilà, on va pas rentrer dans le débat de la Bretagne. Une enquête plus que représentative du coup, grâce à cet ajout. Alors, sur le bilan carbone, premiers enseignements. Alors, donc sans surprise, donc on a interrogé effectivement le bilan carbone filière, au-delà du bilan carbone de chaque entreprise, qui effectivement d'une filière de production à l'autre peut être un petit peu différent. Donc sans surprise, bien sûr, c'est l'impact des matières premières agricoles qui est le poste d'émission le plus impactant, avec 82,9% des émissions. Ensuite, les emballages. Ensuite, le transport. Et en 4e point vient l'énergie, donc avec 2,4% des émissions. Et donc c'est vraiment sur ce sujet de l'énergie qu'on va focuser aujourd'hui, puisque c'est la thématique de la matinée. Mais du coup, bien sûr, dans le rapport, vous aurez les éléments détaillés voilà, sur les autres enjeux. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir sur le camembert aussi à droite de l'écran, si on raisonne en termes de scope, effectivement, 95% quasiment des émissions sont liées au scope 3. Voilà, d'où on y reviendra tout à l'heure, mais l'enjeu de ne pas travailler seul sur ce sujet et d'intégrer évidemment toutes les parties prenantes, puisque le scope 3 correspond aux impacts qui ne sont pas liés qu'au cœur de process de l'industriel. Effectivement, en tout cas, des données qui permettent évidemment de relativiser notre propos ce matin, mais l'intention ce n'est pas de le minorer, c'est au contraire de dire qu'évidemment l'énergie c'est important parce que voilà, quand on a les clés d'une usine, c'est là où on a la main, mais évidemment l'enjeu et la préoccupation pour les industriels de l'agroalimentaire, c'est aussi d'agir sur le sourcing, sur les matières premières, et comme vous venez de le souligner, ça se fait évidemment en partenariat avec le monde agricole. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est que 2,4% des émissions, l'énergie, qu'il faut pas travailler dessus. Au contraire, parce que c'est là où, comme on a la main en direct, on peut aussi être le plus efficient. Et alors, juste dernier point, oui. Le fret, l'aspect logistique, là encore, on ne l'écarte pas aujourd'hui, si ce n'est que par souci, on va dire, d'avoir un fil rouge. On note que, d'ailleurs, la BEA intervient sur le salon à 11h30, sur l'Agora, sur la table ronde demain, sur la table ronde process alimentaire. Merci Clotilde. Donc sur ce sujet-là, décarbonation, effectivement, du maillon logistique. Exactement, dans le cadre du prix énergie IAA, et avec également EDF sur la partie décarbonation des enjeux du transport. Ouais. Alors, le niveau de maturité des entreprises, quel est-il ? Alors, donc, comme je vous le disais, cette enquête est venue mettre en exergue un certain nombre de chiffres, donc que je vous livre ici. Donc,
81% des entreprises identifient la décarbonation comme une priorité stratégique. Donc ça, nous, à l'ABE, on n'est pas tellement étonnés. Ça fait des années qu'on dit que la phase de sensibilisation des entreprises est derrière nous. Mais c'est vrai que quand on discute avec l'ensemble des parties prenantes, parfois, ces parties prenantes ont l'impression que la filière agroalimentaire n'est pas vraiment mobilisée sur le sujet. Donc voilà, ce premier indicateur permet de donner en tout cas un caractère objectif au fait qu'en termes de sensibilisation et de prise de conscience, c'est une réalité dans la filière. Donc on parlait de l'enjeu de travailler avec ces parties prenantes. On a 40% des entreprises qui aujourd'hui travaillent en collaboration avec d'autres acteurs du secteur, notamment agricole, et notamment sur ce volet approvisionnement en matières premières agricoles qui est très impactant. Sur ce volet aussi appro, on a près de la moitié des entreprises qui ont déjà choisi de changer de fournisseur pour des raisons d'empreinte environnementale. Et puis, si on se pose la question en termes de, effectivement, maturité des entreprises et prise de conscience au niveau de la gouvernance, on a la moitié des entreprises quasiment qui, du coup, ont intégré des objectifs cibles chiffrés dans leur stratégie. Et puis, près de 79% des entreprises qui ont un membre de leur CODIR qui est spécifiquement en charge de piloter les enjeux environnementaux. Et puis en bas à droite, alors je ne sais pas si vous voyez bien le petit, je me décale. Voilà le petit rectangle. Indice breton de l'achat local. Exactement. Donc ça c'est en fait ça s'intègre dans une démarche régionale qui est vraiment portée par plein de structures, donc la région Bretagne, BDI, Produits en Bretagne et plein d'autres réseaux. Et l'idée c'est de travailler à la relocalisation en Bretagne. Il y a une enquête, une étude qui a été faite qui a chiffré les bénéfices que la relocalisation pouvait apporter au territoire. Et donc nous, on est allé interroger dans notre enquête cet indice breton de l'achat local. L'idée, c'est pour chaque entreprise de se dire quelle part de mes achats en valeur est effectuée en Bretagne, quelle part de mes achats est effectuée en France, quelle part de mes achats est effectuée en UE et puis hors UE. Donc là, on vous a mis juste les résultats Bretagne et France. Et donc les entreprises agroalimentaires bretonnes, voilà, 35% de leurs achats se font auprès de fournisseurs bretons et 75% auprès de fournisseurs français. Et l'idée, ensuite, c'est que chaque année, on puisse aller re-questionner ce chiffre pour évaluer l'évolution de cet indice. C'est clair, Clotilde. Focus sur l'énergie. Alors, donc, en termes d'énergie, si on parle du volet donc sobriété, efficacité énergétique, donc on a un certain nombre, en fait on a été interrogé quelles actions les entreprises mettent en place. Donc est-ce qu'elles possèdent un plan d'action global de réduction des consommations d'énergie? Est-ce qu'elles ont un référent énergie identifié? Est-ce qu'elles ont des outils de mesure et de pilotage? Et aussi, on est allé interroger, est-ce qu'elles travaillent sur ce sujet en interne ou est-ce qu'elles sont accompagnées par des consultants externes pour piloter cette thématique? Donc, vous avez les résultats sur les barres à gauche. Donc, globalement, plus de 3/4 des entreprises, en fait, on voit, pilotent ce sujet de manière assez précise. Et alors les chiffres dans les deux blocs sont assez intéressants parce qu'on n'avait pas forcément imaginé ça. Donc 88% des entreprises effectivement disent avoir gagné en efficacité énergétique dans leur process au cours des 5 dernières années. Donc ce chiffre-là ne nous étonne pas particulièrement. Ce qui est assez intéressant, c'est plutôt le deuxième chiffre, c'est-à-dire que presque toutes les entreprises, malgré le fait que ce soit un sujet dont on parle depuis des années et des années, où il y a déjà plein de choses qui ont été faites, 95% des entreprises disent avoir encore une marge de progrès. Donc voilà, c'est pour ça que ce qu'on se disait en introduction, ce sujet est crucial. C'est pour ça qu'effectivement, des matinées performance énergétique, il y en a eu il y a 10 ans, il y en aura sans doute encore dans 10 ans, parce que c'est un travail de longue haleine et parce que aussi, il y a des innovations, des évolutions, et puis le besoin d'un temps long sur ces sujets. Alors, quid des énergies primaires en termes de consommation, gaz, électricité, énergie renouvelable, quel est le constat ?
Alors, on est allé regarder le sujet effectivement du mix énergétique, donc sur ce deuxième aspect de la décarbonation qui est comment se détacher d'un approvisionnement en énergie fossile pour aller vers davantage de renouvelables. Donc, bon, le mix énergétique moyen des IA bretonnes n'est pas fondamentalement différent de celui qu'on observe au niveau national, c'est-à-dire à peu près moitié-moitié gaz, électricité. Ce qui peut-être est plus intéressant, c'est les chiffres concernant du coup la consommation et la production d'énergie renouvelable. Donc on a un tiers des entreprises qui aujourd'hui consomment des énergies renouvelables dans leur process. Et donc pour ces entreprises qui consomment des énergies renouvelables, ces énergies renouvelables représentent une part d'environ 12% de leur mix énergétique. Et sur le volet production, on a un quart, donc 26% des IA qui produisent des énergies renouvelables et dont 36% d'entre elles autoconsomment l'énergie qu'elles produisent. Donc la plus grande partie en fait revendent l'énergie renouvelable produite. En tout cas, c'est un sujet qui est en pleine évolution. Allez, je rappelle, sur le salon Trophée de l'innovation dans la catégorie procédés, équipements, eh bien, c'est la société Becatech qui propose justement des chaudières biomasse à base de pellets. L'avantage de ces chaudières biomasse versus eh bien des chaudières biomasse humides, c'est leur compacité, mais aussi leur réactivité, leur capacité à mieux répondre avec moins d'inertie aux fortes demandes de puissance de consommation sur les opérations de stérilisation, nettoyage, etc. Et donc, 3 derniers chiffres sur ce sujet des énergies renouvelables. Donc, on a 76% des entreprises qui déclarent avoir des projets du coup de production d'énergie renouvelable dans les 5 ans à venir. Mais une entreprise sur 2 identifie des freins en fait à ce déploiement. En fait, 52% identifient des freins au fait de vouloir consommer des énergies renouvelables et 69% identifient des freins à l'installation de production d'énergie renouvelable sur leur site. Ouais, donc on va peut-être pas rentrer dans les détails de pourquoi, parce que l'objectif d'aujourd'hui était plutôt de vous montrer juste les chiffres. Dans une introduction. C'est un vaste débat et puis on pourra en reparler au cours de la matinée, mais peut-être effectivement aller pour conclure, Clotilde, au fond, quels sont les leviers pour engager cette transition énergétique? Alors, donc, à l'issue de cette enquête, on identifie 2 points fondamentaux sans lesquels, effectivement, les transitions vont être plus difficiles à mettre en œuvre. Le premier point, c'est le sujet économique. Donc, effectivement, on voit à travers tous ces résultats que il y a une certaine maturité des entreprises sur la décarbonation et il y a une envie. Mais aujourd'hui, en termes de conjoncture économique, en fait, le sujet, c'est comment on finance ces transitions. Et donc, on a un certain nombre d'indicateurs économiques qui sont plutôt des signaux faibles et qui interrogent du coup par rapport à comment va se faire le financement de ces transitions. Donc le sujet de voilà, retrouver de la compétitivité dans nos entreprises agroalimentaires est crucial pour poursuivre la décarbonation. Et le deuxième point, c'est le sujet de la collaboration avec les parties prenantes. Donc effectivement, c'est pas forcément, enfin c'est peut-être en tout cas moins le sujet sur l'énergie, quoique, mais en tout cas sur l'approvisionnement en matières premières agricoles ou sur la logistique, bien sûr que sans un travail collaboratif avec les parties prenantes, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment le deuxième enjeu clé. Merci Clotilde pour cette présentation très claire qui a le mérite de rendre objectif les avancées de l'industrie agroalimentaire bretonne et que l'on peut sans doute chercher à extrapoler. L'étude complète, alors elle est publiée ou pas? Alors vous allez pouvoir la retrouver dans la journée sur notre site internet. Parfait. Mais du coup à l'instant T elle n'est pas encore publiée. Voilà. Parfait, donc c'était une réelle avant-première. Merci Clotilde, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation.
Alors, j'ai retenu collaboration avec les parties prenantes. Clotilde, vous restez avec moi. On fera une séance de questions-réponses à l'issue de la seconde intervention. Collaboration avec les parties prenantes et aussi financement et deux leviers pour la transition énergétique. On va justement en parler avec Olivier Barraud. Vous pouvez l'applaudir. C'est le second intervenant de cette séquence introductive, entrepreneur depuis une trentaine d'années dans le domaine de l'énergie, de l'eau. Aujourd'hui, avec Elodie, c'est un capteur, le capteur OptiClean, qui, eh bien, lui aussi a obtenu un trophée de l'innovation. Bravo Olivier. On en dira quelques mots un peu plus tard dans votre intervention. Vous intervenez avec la casquette président de l'AT2E Grand Ouest. C'est une association technique qui a une quarantaine d'années, née au moment, si on regarde dans le rétroviseur, des chocs pétroliers. Aujourd'hui, elle est plus que jamais d'actualité avec eh bien, des enjeux d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable qui sont au cœur de son expertise. Quelques mots justement sur l'expertise, Olivier. Voilà, le cœur des activités chez nous, c'est vraiment la technique autour de l'énergie, évidemment avec la composante environnementale associée à ça, dont la décarbonation fait partie. Donc on travaille au national et en régional, pour ma part c'est Bretagne, Pays de la Loire, sur deux grandes thématiques fortes, dont celle de la matinée qui est l'efficacité énergétique, et tout le volet énergie renouvelable également, avec un certain nombre de clubs d'experts, des clubs très connus comme le club biogaz, le stockage, le power to gas, etc. Et certains grands programmes, j'y reviendrai tout à l'heure, de financement de ces actions comme le pacte industrie. Alors, une fois cela dit, on comprend effectivement que votre expertise est au cœur eh bien, du sujet de la matinée. On vous attend, Olivier, pour nous dévoiler les principes clés d'une démarche d'efficacité énergétique. Oui, alors en préambule, faut resituer les choses. C'est-à-dire, si on parle d'efficacité énergétique, il faut, ou en tout cas d'une démarche dans ce sens-là, il faut bien faire la part des choses. On ne parle pas forcément d'énergie renouvelable, même si c'est un sujet intéressant, utile et important. On l'a vu dans la présentation de Clotilde Argentré. Mais là, l'efficacité énergétique est vraiment le jalon de départ. C'est vraiment celui sur lequel il faut travailler. Il y a un ensemble de choses qui contribueront ensuite à optimiser, on va dire, ou à réduire l'impact carbone des usines. Mais en priorité, travaillons sur notamment les besoins des process, évidemment leur environnement avec les utilités, et ensuite on peut aller vers la substitution. Et en termes de décarbonation, évidemment, c'est substituer essentiellement les consommations de gaz plus que d'électricité, quand celle est quand même très décarbonée chez nous. Et si, pour compléter la chose, donc on voit bien que dans cet ordre de priorité tel qu'on le définit dans le pacte industrie, l'efficacité énergétique est le levier numéro 1. Évidemment, il y a d'autres leviers parmi lesquels le travail sur la chaleur fatale, et en industrie agroalimentaire, il y a beaucoup de sources disponibles pour le faire, pour les valoriser là où on le peut, dans les conditions de température et de besoin. Il y a l'électrification des process, qui est un aspect très important aussi qui va y conduire. Et puis, on va arriver aux énergies renouvelables, voire demain, évidemment, à l'hydrogène et à ses applications, même si elles sont encore naissantes. Alors dès lors, Olivier, existe-t-il une méthode que vous préconisez pour engager une telle démarche et nous faire décoller décoller la fusée, alors qui n'est pas très écologique sur le papier quand même. Enfin, on va dire que toute technologie peut avoir une valeur ajoutée dans son domaine, mais ça a le mérite d'exprimer un petit peu symboliquement ce que j'explique assez souvent sous la forme de 3 étages. C'est-à-dire qu'une stratégie d'efficacité énergétique, on a vu avec Clotilde qu'aujourd'hui, il n'y a pas un état-major de groupe industriel dans lequel, au sein du CODIR, au moins une personne est concernée par le sujet, ou alors c'est rare, c'est devenu vraiment un sujet central. Or, pour aborder ça, il faut déjà travailler sur l'existant. On va pas raser les usines pour en faire des toutes neuves, toutes belles. Donc forcément, ça veut dire de travailler à partir d'audits, et pour un certain nombre d'entre vous, elles sont obligatoires, sur la situation, l'existant et les voies de progrès avec l'ordre de priorité qu'on va y donner. Il y a un fil conducteur, voire une colonne vertébrale qui est le sujet de la mesure et du monitoring. Et il y a également le volet formation, c'est-à-dire qu'il faut faire monter en compétence les équipes de manière à animer cette démarche-là. Ce premier étage, évidemment, il est clé parce que c'est déjà ce qui va permettre de générer un certain nombre de gains avec des rentabilités qui se confirment toujours dans ces actions-là. Mais si on veut durablement avoir une action de fond, il faut aussi travailler sur le deuxième étage, c'est-à-dire tous les projets d'investissement, tous les capex qui sont engagés. Est-ce qu'on se pose la question, y compris sur les process, de l'efficacité énergétique intrinsèque de chaque choix que l'on va faire, y compris en termes de récupération d'énergie, etc. Donc là, c'est l'étage de l'ingénierie. C'est j'ai des projets,
comment je réfléchis en termes de schéma directeur. Une usine, on la pense dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura de nouveaux besoins, tant en produits qu'en capacité, etc. Tous ces éléments-là doivent intégrer un schéma directeur énergie, je dirais même eau, parce qu'aujourd'hui le sujet est clé, mais on y reviendra. Et donc sur cette base-là, ça va définir des standards qui vont devenir des règles intangibles, alors évidemment qu'on réinterroge périodiquement, mais c'est absolument nécessaire si on veut structurer la démarche dans la durée. Et puis il y a le 3e étage de la fusée, qui est typiquement en lien avec ce qui se passe au CFIA, c'est-à-dire vous venez ici pour rencontrer évidemment vos fournisseurs habituels, mais aussi pour découvrir des nouveautés, dont des innovations qui sont parfois récompensées. Et donc on est sur l'étage de ce que j'appelle l'usine de demain, la Tip Top Plant, la Top Energy Efficient Plant, c'est commencer à réfléchir à une usine différente dans son design, dans son organisation. Même le choix du packaging peut avoir un enjeu, je dirais, énergétique direct sur les consommations des process. Et donc, on travaille à ce niveau-là sur tous ces aspects-là. Donc, ça veut dire conjointement avec toutes les compétences et pas uniquement le responsable maintenance qui est en charge de la chaufferie, des groupes froids, etc. Et dans certains cas, ça veut dire donc de la veille ou des partenariats techniques pour développer les technologies de demain. Vous, industriels, vous n'êtes pas là pour fabriquer les tunnels de refroidissement de demain ou les pastos de demain, mais en partenariat avec certains constructeurs ou start-up même qui innovent, c'est le moyen d'amener dans vos usines des solutions qui demain vont faire la différence. Alors, vous signalez sur cette diapo, Pacte Industrie, je me décale, l'un des combustibles de cette fusée, c'est justement les dispositifs de financement là, évoqués avec le titre comme l'un des leviers de la transition énergétique. On peut en savoir plus sur les aides possibles? Alors, il y avait déjà quelques actions qui avaient été initiées par la T2E qui aujourd'hui ont pris une réelle ampleur puisque c'est la T2E, c'est associé au niveau national à la demande de la DGEC avec l'ADEME pour porter un programme qui est quand même conséquent. Il y a 49 millions d'euros qui sont consacrés à ce programme pour accompagner les industriels justement dans ces logiques de formation et d'accompagnement, notamment à la certification ISO 50001. C'est 40 000 euros quand même pour une usine en général en fonction de son niveau de consommation qui sont disponibles pour aider à cette certification qui va devenir obligatoire et surtout qui est un enjeu fort pour structurer la démarche dans le temps, mais également donc pour former avec la formation ProRefI, etc. Donc c'est un excellent moyen, y compris on parlait tout à l'heure de bilan carbone, il y a des démarches type acte pas à pas qui sont également l'objet du financement. Alors je ne vais pas les détailler par le menu, mais vous verrez tout à l'heure, je vous présenterai un tableau, donc vous pourrez retrouver sur le site de la T2E le détail de ces aides, mais elles sont très conséquentes et elles vont accompagner depuis la démarche d'état des lieux, un petit peu quand on débute, de structurer la démarche sur cette stratégie, du plan d'action pour son financement avec tout un tas de leviers, évidemment les C2E vous connaissez tous, le fonds chaleur, donc il y a des dispositifs d'aide ADEME qui existent également, et puis validé, certifié, on retrouve l'ISO 50001 et le pacte industrie à ce niveau-là. Donc vous avez toutes les aides, là vous voyez, ça peut aller de 40, 60, 80% suivant la taille de l'entreprise et avec des niveaux d'intervention qui sont conséquents, qui sont des bons leviers, on va dire, pour impulser les choses et tracer une trajectoire dans cette démarche. Alors, quid de la communauté des référents énergie? Alors effectivement, c'est un aspect important également. Donc la T2E a une vocation à transmettre, à échanger entre pairs. Donc on y retrouve aussi bien des constructeurs, des installateurs, des énergéticiens, des consommateurs d'énergie bien entendu. Et l'idée c'est que quand on a atteint une certaine maturité, souvent on a déjà appris pas mal de choses, on a été formé et on a besoin d'aller encore plus loin. Et donc on a créé une communauté au niveau national qui réunit tous ce qu'on appelle des référents énergie qui ont une expertise, une expérience, chacun dans son domaine, ou en tout cas qui est prêt à partager, à échanger. Et donc on a un réseau qui se crée avec un site, avec des points de rendez-vous, des webinaires spécifiques un petit peu trapus, des actions qu'on conduit également sur l'innovation avec, je dirais, des forums, des innovations, des choses qui émergent, donc pour rester justement dans le 3e étage de la fusée. Et donc ça, c'est typiquement, on va dire, ce qu'on va retrouver au sein de ce club, qui est d'ailleurs d'un accès gratuit et qui permet d'avoir une plateforme avec plein d'échanges directs, y compris entre industriels eux-mêmes. Alors, je crois savoir que vous organisez des colloques eau et énergie. Ces deux sujets, vous l'avez déjà un peu esquissé, représentent un enjeu stratégique à mener de concert.
Voilà, vous l'avez dit en introduction, moi depuis une trentaine d'années, mon sujet ça a d'abord été l'efficacité énergétique, mais l'évidence est apparue dès le début des années 2000 que le sujet de l'eau était fondamental. Et donc on ne pouvait pas continuer à travailler isolément sur ce sujet de l'efficacité énergétique sans adresser ce sujet qui est hautement sensible, et notamment dans les industries agroalimentaires, où il y a une interdépendance forte entre ces deux sujets-là. Et donc on a l'année dernière à Pontivy, notamment sur la plateforme Prodiabio qui est à Pontivy, organisé un colloque eau énergie. Clotilde nous a fait le plaisir d'y participer parce que vous aviez également à cette occasion-là fait certaines études et actions au sein de la BEA sur ce thème stratégique, parce que je dis c'est d'autant plus stratégique par rapport à l'énergie que l'énergie on en aura toujours au bout du tuyau, mais à un moment donné quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et là on est face à des enjeux où certains industriels que je connais d'ailleurs prennent en compte la possibilité d'un arrêt d'usine pendant 2 à 3 semaines par an pour intégrer ce surcoût potentiel dans les capex qu'ils vont consacrer aux économies d'eau. Parce que l'eau ne vaut pas très cher chez nous, heureusement ou malheureusement. Et donc, il faut bien trouver une rentabilité à ces projets-là. Et donc, la démarche de certains industriels est aujourd'hui d'anticiper ce qui est un risque industriel fort, potentiellement, d'arrêt d'activité. Et avec de nouvelles possibilités offertes par le décret Reuse, décret auquel la BEA, avec d'autres, mais la BEA eh bien, a joué un rôle tout à fait proactif, Clotilde ayant suivi ce sujet avec un grand investissement. Alors exactement. Restons sur l'eau et illustrons peut-être un cas concret, le nettoyage en place. Voilà, et donc quand on parle d'eau et d'énergie, ça m'est apparu évident il y a bien longtemps, donc vous avez dit, on a obtenu un prix au titre de la structure que j'ai créée à 17 ans, qui s'appelle Elodis International, qui développe des savoir-faire et des technologies dans le domaine des nettoyages en place, qui représentent souvent plus de la moitié de la consommation des eaux, de l'eau consommée sur des sites agroalimentaires, et une très grosse partie de l'énergie thermique, et une très grosse partie des rejets. Donc on va devoir traiter dans la station d'épuration. Donc quand on prend une usine, il y a ce petit chapitre-là, qui est quand même très sensible, parce qu'il y a un enjeu central qui est d'abord la qualité. Quand on fait des produits alimentaires, c'est la priorité des priorités, mais avec toute sa chaîne de valeur qui va impacter très fortement les besoins en termes de ressources en eau, je l'ai dit tout à l'heure, les besoins thermiques parce qu'il faut chauffer des solutions en soude, en acide, etc. Et puis énormément de rejets, voire de plans d'épandage, de problématiques de traitement des boues générées par les stations. Alors quand on prend le nettoyage en place, je pense que vous êtes un peu avertis sur le sujet. En fait, on va nettoyer à l'intérieur de l'objet. On ne met pas les objets dans la lave-vaisselle. Donc on va faire circuler à l'intérieur des grandes quantités d'eau. On rince, on passe de la soude à 85 degrés, on passe de l'eau encore, on passe de l'acide à 65 degrés, puis de l'eau pour rincer finalement. Donc pour gérer ça, il y a ce qu'on appelle la règle du cercle de Zinner. Il y a 4 facteurs pour bien laver. C'est un peu du bon sens. Un effet mécanique. Si je laisse mes assiettes à tremper dans l'évier, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, comme pour tout sujet de performance industrielle, on ne maîtrise bien que ce qu'on le mesure bien. Qu'est-ce qu'on mesure concrètement ? Eh ben, on va avoir un débitmètre pour mesurer un effet mécanique sur un lavage, une sonde de température et une conductivité qui, elle, va servir à mesurer l'effet chimique, la concentration de produits lessiviels qu'on y met. Mais le 4e facteur, qui est le temps, a été géré toujours jusque-là sur toutes les installations par un simple timer. C'est pas une mesure physique, c'est vraiment le forfait. Je te mets un lavage court, un lavage long, un peu comme à la maison. Et donc on a développé un capteur très innovant, donc qui a été récompensé cette année, qui va permettre de mesurer le juste temps efficace. J'arrête d'appuyer simplement sur un bouton pour dire je veux un lavage court, un lavage long. J'arrête le rinçage quand c'est fini. J'arrête le lavage quand c'est terminé, point barre. Et là, on rejoint un autre aspect des choses quand on parle d'efficacité énergétique ou de sujet de l'eau. Il faut bien le garder à l'esprit, c'est que très souvent en travaillant sur ces sujets transverses, il y a des leviers de performance industrielle. Et quand je parle d'économie de temps, là, eh bien, je parle directement d'efficacité opérationnelle des lignes, parce qu'automatiquement, quand je vais réduire mes temps de lavage, je redonne du temps à la production. Donc c'est un capteur optique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais cette démarche-là, elle vise d'abord à améliorer la qualité. Parce qu'on ne fait rien sur ces sujets au cœur du process si on ne garantit pas qu'on maîtrisera au moins aussi bien la qualité. Donc ça a toujours été la démarche sur ce sujet-là. Mais en complément, c'est de réduire les temps, c'est de réduire les consommations d'eau et d'énergie associées à ça pour avoir globalement une performance industrielle et environnementale au top sur ce sujet-là.
Donc, je termine avec cet exemple, ce retour d'expérience avec Frédéric Coutan qui passera tout à l'heure sur notre stand en début d'après-midi pour ceux qui voudraient partager avec lui sur l'expérience. Donc là, c'est un site en boisson. On en a fait évidemment dans plein d'autres secteurs. Donc c'est l'usine Antarctique qui est à Saint-Martin-d'Abat à côté d'Orléans, un gros site d'embouteillage du site agro-mousquetaire. Et sur cette usine-là, on a donc implanté les capteurs, organisé une démarche outre avec Frédéric Coutan qui est le responsable technique, également avec le responsable qualité. Et vous avez ici plus la synthèse. Alors il y a plein d'aspects qualité qui ont été ressortis, mais je pense que tout le monde est intéressé par ce que ça peut générer comme gain. Et on voit ici le potentiel d'économie d'heures de lavage, donc 1000 heures par an. Vous doutez bien que quand les lignes de production sont saturées, ce sont des heures qui sont précieuses, qui se valorisent un peu plus que des mètres cubes d'eau. 35 000 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, on est à peu près à 27 000 obtenus et le reliquat sera vu en fonction des priorités. Et 20 mégawattheures de consommation électrique également sur ce sujet. Voilà, 35 000 mètres cubes gagnés sur une consommation totale de 600 000 mètres cubes, donc c'est vraiment très significatif. Vous soulignez aussi les heures gagnées en temps. Ça a permis de réorganiser notamment les équipes de nettoyage et puis d'améliorer la disponibilité des lignes de production. Derrière, c'est vraiment un enjeu de performance industrielle. Complètement, et ça a permis de revoir et de simplifier les procédures de qualification, donc ça, et d'enclencher un travail d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la même table et vraiment dans un travail conjoint les gens de la qualité, de la prod, de la maintenance pour aller vers ces objectifs-là. Voilà, il faut bien le dire, évidemment, c'est à sécurité des aliments, maîtrise sanitaire équivalente. Merci Olivier pour cette présentation. Merci. Vous pouvez l'applaudir, c'est le moment de la séance des questions-réponses. Le rejoindre. Alors, nous avons un micro qui circule dans la salle, n'hésitez pas à vous signaler. Est-ce que vous avez des questions à poser, soit à Clotilde, soit à Olivier? Profitez de leur présence. J'ai une question à poser à Clotilde, parce que quand je voyais le ratio France-Bretagne et que tu disais que le reste c'était la France, la Bretagne c'est un peu la France quand même. Ah, c'était sans doute une formule. Bon, sur l'indice de l'achat local. Voilà, c'est ça. Mais je suis rassuré parce que le capteur est fabriqué en Bretagne. Hein, donc on rentre du bon côté de l'indice. Parfait. On aura compris que c'était c'était hors Bretagne, en effet. Une question dans la salle. Si moi j'ai une question technique au fond sur la question de la mesure. Les besoins de mesurer effectivement à travers un questionnaire. Dans une usine, sur l'énergie comme sur l'eau, on a besoin de mesurer pour faire effectivement le bon diagnostic et engager des démarches de progrès. Ça, c'est évidemment une des corrélations avec la digitalisation de l'instrumentation dans les usines. Et est-ce que l'étape d'après, ça pourrait être un pilotage, carrément une régulation avec un système effectivement digital? Alors Olivier, ça c'est typiquement effectivement des choses que moi j'ai déjà pratiquées par exemple dans le domaine du froid industriel et autres. C'est plus on accumule de données bien qualifiées, fiables, et plus on peut les croiser. C'est tout l'intérêt de la démarche aussi avec l'IA, puisque c'est un des sujets sur le salon et c'est sur ce village-là que nous sommes. C'est ce qui va permettre de ressortir des modèles et à partir de ces modèles de les intégrer dans des régulations qui vont être plus optimisé, mieux maîtrisé, tant en termes de d'efficience du process, des consommations, mais aussi d'anticipation, de prédiction d'un certain nombre de dérives qui vont engendrer là un problème de qualité ou un dysfonctionnement lambda, quoi. Merci Olivier. Des demandes de précision, de questions. Je me tourne vers Clotilde sur l'enjeu des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut approfondir effectivement les leviers qui peuvent être actionnés pour aller plus loin dans ce domaine-là? En fait, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir qu'en ce moment, il y a beaucoup de projets, il y a un certain nombre de projets en cours. Et donc effectivement, c'est des projets qui sont coûteux en investissement. Donc après, les leviers, c'est trouver le point d'équilibre entre décarbonation et rentabilité et performance, quoi. Le sujet, c'est de surtout ne pas décorréler, en tous les cas, la décarbonation des aspects économiques.
Exactement. Et si on fait le lien avec le trophée de l'innovation Becatech qui commence à être mis en place dans un grand groupe laitier Bell, pour ne pas les citer puisque c'est public, effectivement, c'est un groupe qui s'engage aussi à avoir des taux de retour sur investissement un peu plus long que pour d'autres projets. Mais la contrepartie, c'est aussi d'avoir une maîtrise du prix énergétique, d'avoir de la pérennité, une forme de garantie sur le long terme. Et ce sujet-là, justement, on va pouvoir le mettre en lumière avec la séquence suivante. Une précision, Olivier, et puis on en termine. Ouais, juste une précision pour mettre en avant encore une fois l'intérêt de la certification 50001. Bon, même si on se dit encore une norme, etc. Il faut aussi pouvoir penser, il faut penser à la mettre à profit, y compris pour appliquer ça au sujet de l'eau. Parce qu'évidemment, il existe une norme spécifiquement au sujet de l'eau, mais en fait, on peut traiter conjointement ces deux sujets de l'eau et de l'énergie avec cette même norme. Donc, considérez que ça va structurer vos deux démarches conjointement. Et ça, c'est important de le rappeler, plutôt que de se dire on va multiplier les systèmes. Non, effectivement. C'est clair, Olivier. Merci pour cette précision. On peut applaudir nos deux premiers intervenants.